C'est cette année l'anniversaire du périphérique parisien qui vient de fêter en avril dernier ses 50 ans et presque toutes ses dents. Et pour célébrer dignement cette occasion, on a prévu de lui faire sa fête au sens propre comme au figuré à ce bon vieux périphérique et ça commence juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville et je pense que vous l'avez compris, on va parler du périphérique et plus généralement de toutes ces grandes infrastructures automobiles qui ont durablement marqué au fer rouge la ville au XXe siècle. Mais pour commencer, vous connaissez la chanson? Un petit retour en arrière s'impose pour se pencher sur le berceau de ce qui allait devenir le fameux boulevard périphérique. Nous sommes en mars 1953. Paris se reconstruit bon an mal an et le trafic automobile s'envole à nouveau. Au conseil municipal, l'idée d'une rocade permettant de désengorger la capitale revient sur le devant de la scène, dans la continuité d'un projet de voie circulaire déjà évoqué juste avant la guerre. Un an plus tard, en décembre 1954, l'idée d'un périphérique est officiellement entérinée avec la présentation du plan Bernard Lafay au Conseil de Paris. Le projet est donc inscrit au grand plan d'aménagement de la ville dès l'année suivante et les premiers travaux commencent à peine un an plus tard, en 1956, soit à peine 3 ans entre la première idée et sa concrétisation effective, ce qui laisse imaginer qu'il n'y a pas eu beaucoup de concertation préalable avec les habitants. C'était la mode à l'époque. Le premier tronçon est inauguré en avril 1960 entre Porte de la Plaine et Porte d'Italie, mais suivront ensuite 13 longues années de travaux qui mettront à rude épreuve les nerfs des Parisiens jusqu'en avril 1973 avec le bouclage du dernier tronçon entre Porte Dauphine et Porte d'Asnières. Il y a donc maintenant 50 ans et quelques mois, c'est cet anniversaire que l'on célèbre aujourd'hui. Mais les plus taquins remarqueront que 1973 est une année symbolique à plus d'un titre. Il est en effet assez cocasse, entre guillemets, de souligner que 1973, c'est à la fois le bouclage du périphérique et le premier choc pétrolier, qui survient en octobre de la même année, comme un symbole peut-être d'une infrastructure automobile à peine sortie de terre et déjà périmée. En se plongeant dans les archives de l'époque, on constate que les critiques n'ont pas attendu la fin des travaux pour en re-questionner la pertinence. Une dangereuse illusion, titrait par exemple le journal Combat en 1969, prophétisant ce que tous les franciliens pouvaient déjà observer alors que le périphérique était encore loin d'être achevé. Ces prises de vue ont été tournées vendredi à 17h30. Le périphérique sud est déjà encombré. À côté, le boulevard des Maréchaux, qui ceinture également Paris, est presque vide. Pourquoi? Parce que le boulevard périphérique, c'est la solution de facilité. La même année, en 69, un projet de super périphérique avait d'ailleurs été mis à l'étude pour essayer de juguler l'explosion du trafic sur les premiers tronçons du sud de la capitale qui étaient déjà sous-dimensionnés. Un projet pharaonique qui n'a évidemment pas vu le jour et déjà anachronique pour l'époque. La preuve, c'est peut-être que la maquette du projet avait été sabotée la veille de sa présentation par des habitants, une manière comme une autre peut-être de faire entendre sa voix. What is this? Ce qui est frappant, c'est de constater que ces critiques reviennent tout au long de l'histoire du périphérique avec beaucoup les mêmes arguments, les mêmes termes, les mêmes pour et les mêmes contre depuis 50 ans. D'un côté, tout le monde s'accorde à dire que le périphérique est indispensable pour désengorger la capitale et notamment permettre des trajets banlieue-banlieue sans traverser Paris, ce qui représente quand même aujourd'hui 40% du trafic. Mais de l'autre, tout le monde peut constater que le trafic est en permanence engorgé et c'était déjà valable il y a 50 ans. Sans parler de toutes les nuisances que ça génère, pollution, nuisances sonores et bien évidemment cette frontière infranchissable que ça crée entre Paris et sa banlieue. Certains habitants, excédés par le bruit, sont à bout, comme cet homme en 1990. Je suis à bout de nerfs, parce que vivre là-dedans et respirer ça, hein, je ne sais pas sur le plan organisme qu'est-ce que ça donne. Alors il y a déjà plein d'études et de travaux sur la question, donc je ne reviendrai pas là-dessus en détail. Par contre, je voudrais mettre en lumière une sorte de paradoxe de péché originel du périphérique. Parce que mine de rien, on a une infrastructure qui avait vocation à gérer tous les problèmes de la capitale et qui non seulement n'a pas résolu celui pour lequel elle avait été créée, mais en plus en a généré des milliers d'autres. Et ce qui est à mes yeux une sorte de symbole d'une croyance aveugle qui a dominé le XXe siècle, cette idée que des infrastructures automobiles toujours plus grandes pouvaient suffire à déboucher tous les problèmes de congestion, comme s'il suffisait d'agrandir les tuyaux pour déboucher tout ce qui bloquait. Lorsqu'on élargit une route ou qu'on en ajoute une nouvelle, la circulation est plus fluide au début, mais rapidement, les bouchons reviennent. Et plus il existe de voies, plus elles sont empruntées. Fort heureusement, on commence à sortir progressivement de cette fausse croyance, et c'est ce qui explique qu'on voit de plus en plus de projets de reconversion d'autoroutes à travers le monde, que ce soit aux USA, en Corée, avec des exemples bien connus, mais aussi en France. Alors je vous avais fait une vidéo sur cette question spécifique il y a quelques années de ça, donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Mais pour revenir sur le périphérique, sans surprise, il a lui aussi connu son lot de projets de reconversion, plus ou moins fantasques, plus ou moins concrets, mais tous inspirants à regarder et à questionner.
En 2019, le candidat au municipal Gaspard Ganzer avait par exemple proposé de transformer le périphérique en utopie arborescente, digne des films de science-fiction en manque d'inspiration. Une dizaine d'années plus tôt, l'architecte urbaniste Christian de Portzamparc avait quant à lui proposé d'installer un monorail au-dessus des voies, renouant là encore avec certaines utopies héritées des années 50. Et on pourrait continuer la liste longtemps, tant ce genre de projets se sont multipliés au cours des 50 dernières années, allant de la suppression totale du périphérique à sa piétonisation pure et simple, en passant par, que sais-je, des transformations en acte du chroma, pourquoi pas? Mais au final, aucun de ces projets ne s'est véritablement concrétisé, que ce soit pour des raisons de coût, de faisabilité ou simplement de pertinence par rapport à cet objet si particulier qu'est le périphérique. Et on en revient donc toujours à la même question de départ, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 35 km de voies? Et si l'on est honnête 30 secondes et qu'on veut revenir sur le plancher des vaches, on peut résumer la situation avec la formule suivante, il faudra bien faire avec. Ça peut paraître un peu cynique dit comme ça, mais c'est malheureusement la réalité de la fabrique de la ville, dont on hérite plus qu'on ne la construit vraiment. On peut rêver, imaginer, créer, fantasmer, et c'est précisément le rôle des utopies. Mais la réalité est malheureusement un peu plus prosaïque. On ne peut pas faire tabula rasa en un claquement de doigts d'une infrastructure urbaine qui a créé les conditions même de sa dépendance. Il faudra donc bien faire avec, mais si possible en mieux. Le grand débat du moment, c'est par exemple la pérennisation d'une seule et unique petite voie qui sera mise en place à l'occasion des JO de Paris 2024. Alors, la mairie de Paris vient de lancer une consultation qui a souligné l'hostilité des quelques répondants à l'égard d'une telle idée, mais on voit bien que, mine de rien, c'est en avançant petit pas par petit pas qu'on pourra progressivement transformer cet objet urbain. Au passage, notons que l'objectif annoncé par la ville est de créer une ceinture verte autour de Paris. Mais les plus anciens remarqueront que cette idée de ceinture verte existait déjà dans les années 80 et qu'on peut même en retrouver la trace dans les années 40, comme quoi c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors je sais que je peux paraître un peu désabusé en vous présentant les choses comme ça, mais n'allez pas croire que je suis désespéré quant à l'avenir du périphérique, au contraire. Mais disons qu'il y a quelque chose d'assez symptomatique à entendre les mêmes arguments utilisés en 1953, en 1973, en 2023 et probablement qu'on entendra encore les mêmes en 2043. Ça nous rappelle, modestement, que le temps de la fabrique urbaine est un processus lent, douloureux, complexe, frustrant surtout, et que s'il est facile d'imaginer des lendemains qui chantent, il est plus difficile de les mettre en branle. Car c'est aussi ça la fabrique de la ville, un équilibre ténu entre d'un côté les rêves et les imaginaires et de l'autre ce qui est effectivement réalisable. On pourrait d'ailleurs parler d'utopie concrète pour reprendre une terminologie chère à l'architecte urbaniste Roland Castro qui a maintes fois travaillé sur le périphérique et à la mémoire de qui nous dédions cette vidéo. Voilà pour cet épisode qui était au final assez costaud, mais il fallait au moins ça pour affronter ce monstre de béton qui fait partie de nos vies depuis plus d'un demi-siècle. N'oubliez pas bien sûr de liker, partager, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que vous soyez optimiste ou pessimiste quant à l'avenir du périphérique, dites-le nous, ça nous intéresse. Et nous on se retrouve dans un mois pour un épisode que je vous annonce d'ores et déjà grandiose. D'ici là, portez-vous bien, merci beaucoup et à bientôt. That's a